Ça vous dirait un petit Melon et Melèche? Eh bien cette fois, Melon et Melèche sont députés. Et il y a une loi à promulguer aujourd'hui, la loi sur la continuation du nucléaire. Melon vote la continuation et Melèche l'arrêt. Fusion! Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je réponds pas à un commentaire. Je voudrais terminer une série de vidéos que j'ai commencé il y a bien longtemps. Celle sur les accidents nucléaires. En fait, il y a 3 accidents majeurs. On a vu les 2 plus gros, les 2 plus connus, c'est-à-dire Fukushima et Tchernobyl, mais il en reste un peu moins connu. C'est l'accident de 3 Mile Island, qu'on appelle aussi Tsunami. Cet accident se passe en 1979 et surtout, il se passe aux États-Unis. Pour bien comprendre ce qui s'est passé sur cet accident, je vais être obligé de faire des rappels sur le nucléaire, sur comment fonctionne une centrale nucléaire. J'en avais déjà fait plusieurs vidéos, donc là ça va être vraiment très court. Titre. Si vous voulez vraiment approfondir le sujet du nucléaire, je vous mets la playlist ici et il y aura tout ce qu'il faut. Bon, déjà la première chose à savoir, c'est que la centrale de 3 Mile Island est composée de 2 réacteurs. 2 réacteurs qu'on appelle à eau pressurisée, 2 REP. Et donc, contrairement à Tchernobyl qui était un RBMK et à Fukushima qui était un REB, un réacteur à eau bouillante, les réacteurs de 3 Mile Island sont comme les réacteurs français, des REP. C'est là où va commencer mon résumé sur l'explication de comment fonctionne un REP. En gros, un réacteur à eau pressurisée est composé de 3 circuits. Un circuit primaire, un circuit secondaire, un circuit de réfrigération. Notre circuit primaire, c'est de l'eau. De l'eau qui va être chauffée. Chauffée grâce à quoi? Chauffée grâce à des fissions nucléaires. Des fissions du noyau d'uranium-235. Vous vous rappelez, c'est quand on balance un neutron dans le noyau se casse en deux et libère de l'énergie. Cette énergie va servir à chauffer l'eau du circuit primaire. Ce circuit primaire d'ailleurs doit rester en eau. Et vu qu'on est à haute température, eh ben on est obligé d'être à haute pression pour qu'on reste en eau. Putain de pluie de merde. Et pour le maintenir en pression, on a un organe qu'on appelle le pressuriseur. La seule partie où il y aura de la vapeur sur le circuit primaire. Cette vapeur qui va permettre d'appuyer sur l'eau du primaire pour monter en pression. Donc comme je disais, le circuit primaire est chauffé, et bien cette chaleur va être échangée avec le circuit secondaire. En fait, l'eau primaire va chauffer le circuit secondaire. Ces 2 circuits sont bien séparés physiquement. Il n'y a aucun contact entre l'eau primaire et l'eau du secondaire. En même temps, vaut mieux. On ne veut pas envoyer des produits radioactifs vers l'extérieur. On veut qu'en cas de problème, on les contienne dans le circuit primaire. Le circuit secondaire, donc lui, comme j'ai dit, va être chauffé par le circuit primaire. Chauffé au point de créer de la vapeur. On rentre donc en ébullition. L'endroit où on va créer cette vapeur, c'est ce qu'on appelle le générateur de vapeur. Cette vapeur va partir dans des gros tuyaux pour faire tourner des turbines. Les turbines sont accouplées à des alternateurs, donc les alternateurs tournent et vont créer de l'électricité pour distribuer au réseau électrique. Une fois que la vapeur a bien travaillé dans les turbines et a bien fait tourner ces 10 turbines, on va la condenser pour la faire passer de l'état gaz, donc de vapeur, à l'état de liquide, à l'état d'eau. C'est-à-dire que la vapeur, on va la mettre en contact avec quelque chose de plus froid pour que ça condense. Et enfin, en sortie de condenseur, il y a des pompes qui vont renvoyer l'eau liquide vers le générateur de vapeur. Et le circuit continuera en boucle comme ça. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a un 3e circuit, le circuit de réfrigération. Je viens juste rapidement d'en parler. C'est le circuit qui va réfrigérer la vapeur et donc qui va permettre de la condenser à l'intérieur du condenseur. En gros, on va faire simple, on pompe de l'eau froide dans une rivière, on la fait passer dans le condenseur pour faire refroidir la vapeur et on la rejette dans la rivière. Je ne rentrerai pas dans le détail des tours de réfrigération, je l'ai déjà fait auparavant. Ceci étant dit, on va pouvoir enfin voir ce qui s'est passé à 3 Mile Island. Eh bien imaginez-vous que vous êtes un opérateur qui va piloter le réacteur. Et qu'en plus de ça, vous pilotez de nuit. Parce que le 28 mars 1979, c'est à 4 h du matin que tout commence. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'en sortie de condenseur, il y avait des pompes pour ramener l'eau vers le générateur de vapeur. Et bien là, ces pompes vont s'arrêter. Mais franchement, dans la salle d'opération, ça peut arriver de temps en temps, c'est pas bien grave, personne panique. Pourquoi c'est pas bien grave? Tout simplement parce qu'il y a des pompes de secours qui vont prendre le relais. Et donc ça peut être quasiment transparent. Et donc l'arrêt de la réalimentation du générateur de vapeur en eau ne durera qu'un très court temps. C'est quasiment transparent. En plus, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, quand ça arrive, eh bien, il y a un arrêt automatique du réacteur. Vous savez, on fait tomber les barres de contrôle au fond pour qu'il n'y ait plus de fission nucléaire. Heureusement, parce que s'il n'y avait pas les pompes et pas l'arrêt du réacteur, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, je n'enverrai plus d'eau froide vers mon générateur de vapeur. Donc le circuit primaire continue à donner des calories au circuit secondaire et à créer de la vapeur. Qu'est-ce qui va se passer? Le niveau d'eau dans le générateur de vapeur va diminuer. Et si on ne fait rien, à un moment, il n'y aura plus d'eau dans le générateur de vapeur. Sauf que le circuit primaire, lui, va continuer à donner ses calories au secondaire, mais ne pourra rien réchauffer, si ce n'est la partie métallique qui sépare le circuit primaire du circuit secondaire. Donc on a un risque de problème d'échauffement. C'est pour ça que lorsque les pompes s'arrêtent, on arrête le réacteur et les pompes de secours démarrent. Donc je disais, dans la salle d'opération, tout va bien, les pompes de secours démarrent. C'est
Les opérateurs avaient oublié un tout petit détail. Il y a eu une procédure d'essai qui s'est déroulée peu de temps avant le problème. Et pour cette procédure d'essai, eh bien, il a fallu fermer les vannes qui se situaient au refoulement de ces pompes. Donc les pompes de secours démarrent, mais c'est fermé à la sortie. Donc, on ne réalimente pas le générateur de vapeur. Et là, donc, il va s'écouler 8 minutes sans réalimentation d'eau au générateur de vapeur. Le niveau commence donc à baisser. Normalement, si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez me dire, ah, de toute façon, on s'en fout, il n'y a plus de fission, les barres de contrôle sont tombées au fond. Mais je vous dirais oui. Mais si vous avez suivi les vidéos que j'ai pu faire avant sur le nucléaire, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle une puissance résiduelle. C'est-à-dire que même arrêté, le cœur continue à donner de la chaleur au circuit primaire. Et cette puissance résiduelle, du coup, il faut bien l'évacuer. Et normalement, c'est là où la réalimentation du générateur de vapeur entre en jeu. On apporte de l'eau froide qui vient récupérer les calories du primaire pour être transformée en vapeur. Ce qui vient donc bien évacuer la puissance. On récupère les calories du primaire. Et si on ne réalimente pas notre GV, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment où ça va chauffer dur. Et d'ailleurs, c'est exactement le cas. Pendant les 8 minutes, à un moment, ça a chauffé dur. Et qu'est-ce qui se passe quand un liquide chauffe beaucoup? Il va se dilater. Titre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le seul endroit où il y a un niveau d'eau dans le circuit primaire, c'est au niveau du pressuriseur. Donc vu que l'eau chauffe dans le primaire, puisqu'elle n'est plus réfrigérée pendant ces 8 minutes, l'eau dans le pressuriseur va monter. Mais dans le pressuriseur, on est ce qu'on appelle diphasique. Il y a de l'eau et de la vapeur. Si l'eau monte, le matelas de vapeur qui est au-dessus va être comprimé. S'il est comprimé, la pression augmente. Mais ça c'est pareil, même si ça arrive, c'est pas extrêmement grave. C'est pas génial, mais il y a une soupape de sécurité qui est là pour s'ouvrir en cas de surpression importante, pour éviter tout simplement l'éclatement du circuit primaire. Je vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne une soupape, mais bon, le soupape a une pression de tarage. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre à une certaine pression. Et puis quand la pression rediminue, tout simplement, elle va se refermer. Sauf que vous l'imaginez bien, c'est pas ce qui s'est passé. La soupape s'ouvre, la pression diminue, mais elle ne se referme pas. Donc là déjà, il y a eu pas mal de soucis qui se sont accumulés, mais en plus, à l'époque, il y avait un problème d'IHM. L'IHM, c'est quoi? C'est l'interface homme-machine. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que le pupitre nous dit. L'interface homme-machine, c'est un peu comme le tableau de bord de votre voiture. Vous avez des informations qui remontent, qui vont vous aider pour la conduite. Et bien sûr, la centrale de 3 Mile Island, on ne voit pas la position réelle de la soupape, mais la position dans laquelle on doit la mettre. Titre. Et là, il a suffi juste d'une mauvaise interprétation des opérateurs. Vu que l'IHM leur disait qu'il fallait fermer la soupape, eux, ils ont compris qu'elle était fermée. Donc, ils voient leur pression diminuer et que la soupape est fermée. Ça turbine, ça turbine, ça turbine. Chute de pression, fuite primaire. Seulement, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur la courbe de saturation, si la pression diminue, je me rapproche de la courbe de saturation. Je me rapproche donc de la mise en ébullition du circuit primaire. Et ça, on veut pas. Non, on veut pas. Pourquoi on veut pas? Tout simplement parce que l'eau qui est dans notre cuve récupère les calories qu'il y a dans le cœur. Le cœur chauffe l'eau du primaire. Si il n'y a plus d'eau mais de la vapeur, il y a un échange de chaleur qui est moindre, voire quasiment nul. Donc notre cœur va continuer à chauffer puisqu'on ne vient pas récupérer ces calories. Et donc on risque la fusion du cœur avec une montée en température assez rapide. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas que l'eau du primaire se transforme en vapeur. C'est à ce moment-là qu'il y a une action automatique qui se met en branle. C'est l'injection de sécurité. Donc si notre pression du primaire diminue, automatiquement on va injecter dans la cuve de l'eau via les pompes pour être sûr de maintenir en eau notre cuve. Et donc de réfrigérer notre cœur. À ce moment-là, les opérateurs voient bien que l'injection de sécurité vient de démarrer. Donc ils vont regarder leurs paramètres de leur réacteur. Et là, forcément on injecte de l'eau. Ils voient que leur circuit primaire est plein en eau. Je rappelle que la soupape du pressuriseur est ouverte, mais eux la voient fermée. Ils sont en train de se dire, l'injection de sécurité elle a démarré pour rien, c'est une erreur, on est plein en eau. Il n'y a pas de fuite. Donc vu qu'ils pensent que c'est une erreur, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent l'injection de sécurité. Et donc s'ils arrêtent l'injection de sécurité, ils disent c'est bon, on a géré les gars, on est trop fort. Sauf que c'est pas ce qu'il fallait faire. Puisque la soupape est toujours ouverte. Donc, en arrêtant d'injecter de l'eau, le niveau dans le pressuriseur se remet à baisser. Parce que la soupape est ouverte. Donc, l'eau commence à diminuer. Ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Jusqu'à ce qu'il y ait transformation de vapeur au niveau de la cuve. Il n'y a plus d'échange de chaleur, on ne peut plus évacuer la puissance résiduelle. Et bien, le cœur commence à fondre. Et qui dit qu'il rentre en fusion, dit circuit primaire complètement pété. Il va donc y avoir plein de produits radioactifs dans le compartiment réacteur. Sauf que dans un compartiment de réacteur, on surveille la radioactivité. Et là,
Ça sonne de partout à leur pupitre dans la salle d'opération. Et là, ça fait jboum là-dedans. Ça fait boum là-dedans. Et ouais, ils se rendent compte qu'ils ont fait une grosse connerie. Ils réfléchissent à tout ça et ils comprennent qu'il faut fermer la soupape. Donc à cet instant-là, ils la ferment la soupape de sécurité. Mais c'est déjà trop tard, le mal est fait. Comme je l'ai dit, le cœur était en fusion. Va donc y avoir formation d'un magma au niveau du cœur. Magma qui a une chaleur d'au moins 5000 degrés, même plus. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les opérateurs peuvent redéclencher l'injection de sécurité. Mais c'est déjà trop tard. Ils vont juste limiter les problèmes. Car évidemment, la fusion n'est que partielle. On a évité la catastrophe. Mais on n'en a pas été très loin. Maintenant qu'on a vu un peu ce qui s'est passé dans la centrale de 3 Mile Island, on va pouvoir regarder un peu les conséquences. Je vous rappelle, c'était en 1979. Déjà, les conséquences sur les vies humaines, nulles. Personne n'est mort de cet accident. Mais surtout, notre parc actuel a donc réussi à prendre en compte le retour d'expérience de ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça que la sûreté est améliorée grâce ou à cause de cet accident. Et c'est pour ça que nos centrales sont aussi sûres aujourd'hui. Bon voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo vient donc clôturer un triptyque sur les accidents nucléaires majeurs. Après, le nucléaire est un sujet assez vaste. Il y aura peut-être des vidéos qui vont popper de temps en temps. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour une future vidéo. On n'oublie pas que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher votre meilleur like. Vous pouvez même vous abonner en mettant la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Bon, déjà la première chose à savoir, c'est que la centrale de Zaporizhzhia, mais